Et si nous remontions le temps pour revenir pile un siècle en arrière? Ça vous plairait? Alors, suivez-moi. Nous voilà en 1925 à Paris. Nous franchissons les portes de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels. Ici, tout est nouveau. Cela fait environ 5 ans qu'une nouvelle mode émerge, l'art déco. Il y en a assez de l'art nouveau, avec ses lignes courbes et son caractère botanique. C'est trop nouille. L'art déco, c'est l'avenir. Il ne va pas tarder à se répandre partout. « 1918. La guerre est finie. Nous pouvons enfin revivre et progresser encore. C'est des années folles, et cela fait déjà quelque temps que certains architectes, artistes et affichistes s'orientent vers un nouveau style. Celui que nous nommerons a posteriori l'art déco, en référence à l'exposition qui le fera connaître en 1925. À présent, le style art nouveau est démodé. Il faut aller à contresens. Les courbes naturelles, les formes féminines et botaniques, toutes ces arabesques, c'est dépassé. Ce que nous voulons maintenant, ce sont des formes géométriques, de la symétrie, quelque chose d'épuré, mais toujours élégant et chaleureux. Nous avons fait des découvertes à la fin du siècle précédent, et maintenant, elles se répandent de plus en plus. Le cinéma, le téléphone, la radio, la voiture, et même l'électricité. La société est en pleine transformation. Alors, pourquoi rester bloqué dans un style vieillissant ? Les peintres sont en avance avec le cubisme et le futurisme, mais aussi les Néerlandais avec le mouvement de Stiegel. En 1922, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon et rend le style égyptien tendance. À présent, nous nous moquons des significations barbantes des motifs. Ce qu'il faut, ce sont des formes épurées et solides, et ce, partout. En architecture, en sculpture, pour les vêtements, les meubles, les bijoux et même les transports. C'est parti, allons nous promener un peu. Difficile de passer à côté de ces villas et immeubles aux façades géométriques dont les fenêtres sont parfaitement symétriques. Ces bâtiments sont ornés de bas-reliefs au style cubiste. Il y en a beaucoup aux États-Unis, le Chrysler Building par exemple. Mais n'oublions pas les Français. Des bâtiments art déco sont toujours visibles un peu partout en France, et notamment dans le Nord. Par exemple, la piscine à Roubaix, devenue un célèbre musée, ou encore le restaurant Lutrière à Lille, aujourd'hui transformé en boutique de luxe. Parlons aussi de la fameuse exposition de 1925. Parmi tous les bijoux architecturaux proposés, c'est le pavillon du collectionneur du groupe Ruhlmann qui est le plus admiré du public. Signé Pierre Patou et Joseph Bernard, le bâtiment est aussi beau de l'extérieur que de l'intérieur. Allons visiter. Les meubles et les objets qui composent la décoration sont eux-mêmes des créations d'artistes art déco. Le tout est d'un raffinement singulier et d'une grande qualité. Les matériaux utilisés pour fabriquer les meubles sont luxueux. Ébène, palissandre, lac, marbre ou encore ivoire. Les couleurs sont présentes mais toujours harmonieuses. Noir, marron, bleu marine, or, argenté. Tiens, une sculpture de François Pompon, l'ours blanc. Ici, le sculpteur a su éliminer le surplus de détails pour capter l'essence de cet animal majestueux. À cette époque, les sujets animaliers sont particulièrement appréciés, et les sujets féminins aussi, comme chez Démétrée Chyparus, roi de la sculpture chryséléphantine. N'oublions pas non plus le Christ rédempteur du Brésil. Durant ces années, nous apprécions la sculpture surtout pour sa dimension décorative. Nous privilégions donc les petits formats ou les détournements en objets du quotidien, comme des lampes. Avec ces matériaux fastueux, l'art déco reste réservé à une certaine élite sociale. Dans les années 1930, les paquebots luxueux s'habillent dans ce style. C'est notamment le cas du Normandie ou du Paris, de véritables palais flottants. Malgré son succès, l'art déco ne séduit pas beaucoup les peintres, hormis quelques-uns comme Jean Dupas ou Tamara de Lempicka, qui réalisent souvent leurs œuvres dans le but de les intégrer dans un ensemble décoratif. Cependant, la publicité ne peine pas à suivre la mode. L'industrie bat son plein et les techniques d'impression sont encore améliorées.
Alors, les affichistes se plaisent à créer des compositions sublimes de motifs et de femmes élégantes. Georges Barbier en est un bon exemple. Les figures représentées de profil témoignent de l'influence égyptienne. Les silhouettes sont longilines et chargées de plumes et de bijoux. Tiens, parlons-en des bijoux, car les joailliers ne passent pas à côté de la dernière mode. Durant la guerre, les femmes ont dû remplacer les hommes, alors une fois que celle-ci est finie, elles continuent d'exercer une certaine influence dans la société. Elles se libèrent, se coupent les cheveux et portent des vêtements fluides plus confortables, notamment popularisés par la célèbre Gabrielle Chanel. Les bijoux art déco rompent totalement avec ceux des précédentes époques. Le seul motif floral restant à la mode est la rose, stylisée par Paul Éribe qui la rend célèbre. Sinon, les carrés, losanges, triangles et cercles se multiplient sous les mains des joailliers, inspirés par les arts égyptiens, africains et même asiatiques. Le port des bijoux se démocratise grâce à l'usage de nouveaux matériaux moins nobles, comme le métal ou l'émail, même si le platine et les diamants sont aussi d'actualité. Au final, l'art déco se veut être un art total, qui touchera de près ou de loin tous les arts et qui s'étendra notamment en Europe et en Amérique. Son caractère géométrique et ses designs pratiques font qu'il reste un style intemporel. Son élégance et son esthétique pure continuent d'influencer les designers d'aujourd'hui.